À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, pour les prochaines minutes, nous serons en compagnie de M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation pour l'Université du Québec en Outaouais. Monsieur, bienvenue à la Commission. Donc, vous allez avoir une dizaine de minutes, 10 minutes pour être plus précise, pour présenter les grandes lignes de votre mémoire, donc de vos recommandations. Et par la suite, nous allons en discuter avec les parlementaires. Alors, le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur et Madame. Merci d'abord de m'accueillir à votre commission pour représenter l'Université du Québec en Outaouais. Vous en doutez sûrement bien, à l'Université du Québec en Outaouais, nous nous sentons directement interpellés par la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029. Et je devrais même dire que nous sommes interpellés par toutes les mesures récemment en place en matière d'immigration. L'UQO tient à rappeler que la présence d'étudiantes et d'étudiants internationaux constitue un levier essentiel pour contrer le recul du français, pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et renforcer la recherche et l'innovation dans tous les domaines, dont surtout les domaines et les disciplines scientifiques et la recherche en technologie, en environnement, en génie, tous des disciplines dont on a grandement besoin au Québec. L'UQO joue un rôle clé dans la protection et la promotion de la langue française et contribue ainsi à la vitalité de la langue, mais aussi surtout de la société francophone dans notre région transfrontalière. Je parle de l'Outaouais, bien sûr. L'alignement des politiques d'immigration sur les besoins réels du marché du travail et sur les besoins du Québec en général est fondamental. Je ne répéterai pas des chiffres dont plusieurs acteurs de l'économie québécoise ont répété. Mais les retombées économiques de l'immigration étudiante sont majeures. En 2022, les étudiantes et les étudiants internationaux ont généré 3,8 milliards de dollars au PIB québécois, en plus de soutenir 47 762 emplois. Pour le réseau de l'Université du Québec, les 10 établissements que nous sommes, les retombées économiques s'élevaient à 157 millions de dollars en 2022. Mais comme vous savez, les retombées réelles ne sont pas seulement économiques. Je ne voudrais sûrement pas imaginer une université québécoise qui perd, par exemple, tous ses professeurs qui sont d'origine étrangère ou qui sont arrivés ici comme étudiants ou comme immigrants. On vous entend? Est-ce que ça va? Désolé, on dirait que j'avais perdu la connexion. On vous entend bien. Je continue. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, en Outaouais, comme dans d'autres... Très bien. Donc, je disais que les retombées réelles ne sont pas que des retombées économiques, parce que je ne voudrais surtout pas imaginer une université québécoise qui perd tous ses profs, par exemple, qui sont d'origine étrangère et qui sont arrivés au pays comme étudiants ou comme chercheurs postdoctoraux. L'UQO formule dans ce contexte 6 recommandations que je voudrais citer ici, et je voudrais y ajouter une autre venant de l'UQ. Première recommandation serait d'exclure les étudiants internationaux des seuils d'immigration temporaire. Deuxièmement, maintenir et consolider le programme de l'expérience québécoise. Troisièmement, soutenir la francisation dans une perspective inclusive. Quatrièmement, rehausser l'appui aux initiatives de recrutement international francophone. Cinquième recommandation, retirer l'obligation d'obtenir un permis d'études et un certificat d'acceptation du Québec pour les étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de bidiplomation avec des partenaires donc étrangers dont le séjour est de courte durée, moins de 6 mois. Et dernière recommandation de l'UQO, ne pas assujettir au quota des demandes, ne pas assujettir au quota les demandes de renouvellement de certificat d'acceptation du Québec soumises pour un programme d'études de niveau universitaire.
Je me permets aussi d'ajouter la recommandation qui a été formulée dans le mémoire de l'Université du Québec. On a recommandé que le gouvernement n'assujettisse pas les demandes de CAQ soumises pour un programme d'études au cycle supérieur au quota. Ces mesures permettraient de préserver la mission des universités et de répondre efficacement aux défis démographiques, linguistiques et économiques du Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, si vous avez terminé, vous aviez encore quelques minutes. Ça vous va? Ça me va, j'ai terminé. Parfait. Alors, on entame la période de discussion avec les parlementaires. On va commencer avec Monsieur le ministre et la banquette gouvernementale. Vous bénéficiez de 16 minutes 30 secondes. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci pour votre participation aux travaux aujourd'hui. Je dois dire que j'ai été surpris par votre demande d'exclure tout simplement tous les établissements d'enseignement supérieur des seuils d'immigration temporaire. À ce moment-ci, en 2025, avec tout ce qui s'est vu, ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit dans les dernières années, de dire, écoutez, laissez les universités, les cégeps, décider de la politique migratoire. Il n'y a pas de limite. Si on peut en faire venir 120 000, c'est 120 000. Si on peut en faire venir 200 000, c'est 200 000. Si on peut en venir 250 000, c'est 250 000. Tout ce que les universités peuvent attirer ou retenir, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Vous voulez qu'il n'y ait aucune limite? Le gouvernement ne se mêle pas des admissions internationales. Ce sont les universités qui décident. C'est bien ça? Nous ne disons pas que le gouvernement, Monsieur le ministre, ne se mêle pas ou que les universités décident seules. Il y a des seuils naturels, il y a des seuils naturels donc, que nous avons, toutes les universités, que ce soit en termes de capacité d'accueil, en termes de capacité de formation. Et il n'y a pas une université qui est équipée, par exemple, pour 10 000 étudiants, qui va accueillir 100 000. Donc, il y a des capacités que nous savons, que nous gérons depuis toujours. Et d'ailleurs, même cette idée de considérer l'étudiant comme immigrant, faudrait vraiment penser qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un étudiant qui vient ici pour étudier, puis qu'on le considère comme immigrant et qu'on le mette au même titre que n'importe quel autre travailleur. Bien, immigrant, en fait, on dit des fois immigrant temporaire, des fois on dit RNP, résident non permanent. Ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur, qui séjournent ici. On les qualifie de temporaires. Certains veulent de permanent, d'autres repartent. Mais si chaque fois qu'il en part un, il en arrive un, bien, il y a de manière permanente quelqu'un dans les étudiants. Comme en ce moment, on est autour de 120 000 étudiants étrangers. On peut bien les qualifier de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires, on est autour de 120 000. Si à chaque fois qu'il en part un, il en arrive un, il a beau être là de manière permanente, l'occupation du territoire temporaire est permanente. Donc, on avait bien compris, vous souhaitez, sous une espèce de libre marché, ce serait les universités autant qu'ils peuvent en admettre, vous dites, bien, faites-vous-en pas, il y a une espèce de respect naturel de la capacité d'accueil. Je vais vous soumettre que dans les 10 dernières années, on est passé de 50 000 à 120 000 étudiants étrangers avec cette espèce de libre marché. Et en même temps, cégep et universités remplissent leurs classes et disent au gouvernement hey, on a besoin d'argent au PQI, on a besoin de plus de locaux, on a besoin d'agrandir nos installations, on a besoin de nouvelles classes. Donc, j'ai comme l'impression que la machine s'emballe. S'il n'y a pas de couvercle sur la marmite, les universités vont en démarcher, vont en faire venir, vont nous dire que leurs classes sont pleines, vont demander au gouvernement des sommes, des millions, des milliards pour agrandir, pour après ça en faire venir davantage. Écoute, on a joué dans ce film-là depuis 10 ans, monsieur. Oui, monsieur, vous avez tout à fait raison, monsieur le ministre. Ça a doublé et ça, c'est surtout grâce à la réussite des stratégies gouvernementales qui recrutaient grandement et qui nous invitaient à les recruter. Donc, je ne voudrais pas blâmer le ministère des Affaires internationales ou les autres organismes gouvernementaux qui nous amenaient dans les délégations du Québec et dans d'autres pays pour nous dire « venez recruter dans tel pays partenaire ou dans tel pays partenaire ». C'était la politique du Canada
la stratégie d'internationalisation du Canada qui a commencé en 2014 et même la stratégie du Québec. Moi-même, j'ai participé il n'y a pas longtemps, en fait, oui, il y a peut-être maintenant un an, à une activité ici même à Québec où le ministère nous demandait comment recruter plus d'étudiants. Donc, ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas recruter plus que notre capacité, mais de nous imposer déjà, par exemple, un quota, puis après de retarder tout ce qui est obtention de CAQ, puis au niveau du Canada, l'obtention du permis, aujourd'hui, on ne remplit même pas le quota. Bien, de ne pas remplir le quota, de ne pas réussir à attirer les étudiants en fonction de cibles nationales établies après débat, c'est un enjeu, je vous l'accorde. Par contre, dire qu'il n'y a aucune limite, là, je vous le dis, l'orientation gouvernementale est de trouver une cible qui est raisonnable, qui nous permet d'attirer des talents internationaux, qui nous permet de maintenir une capacité de recherche. Ça, on en est, mais de dire qu'il n'y a pas de limite, je vous le dis, on n'est pas là. Trouvons ensemble le meilleur équilibre. D'autant plus que, je pense, même dans votre mémoire, vous reconnaissez que le taux d'inoccupation en Outaouais est très, très bas. Gatineau, taux d'inoccupation des logements, 0,5 % pour les logements abordables, donc inférieurs à 1 200 par mois. C'est quand même drôle de dire qu'inférieur à 1 200 par mois, c'est abordable. Hein? Il n'y a pas si longtemps, on aurait trouvé que c'était très élevé. Le seuil serait 3 %. On est à 0,5 %. Puis vous nous dites qu'il faudrait peut-être en recevoir davantage, mais vous ne pensez pas qu'il y a un enjeu avec des gens qui sont ici sur le territoire québécois et qui ont de la misère à se loger à prix abordable? Ça dépend qu'est-ce qu'on définit par abordable. Et ça dépend aussi du besoin en termes. Vous savez, il a été prouvé dans certaines études que la pression sur le logement n'est pas nécessairement due aux étudiants internationaux, surtout quand on parle de logements justement à un prix plus élevé. Les étudiants internationaux cherchent souvent à se loger en résidence universitaire ou à partager des appartements. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé, c'est des jeunes qui n'ont pas besoin nécessairement de soins de santé comme un vieux comme moi. Oui, vous amenez sur la santé, c'est un autre dossier. Loin de moi dire que la pénurie de logements en Outaouais ou ailleurs reposerait seulement sur des immigrants temporaires ou permanents ou des étudiants étrangers. Là. Attention, là. Il y a des Québécois aussi qui utilisent les logements, là. On va être d'accord. Là. C'est simplement que lorsqu'on est en situation de pénurie, il faut se demander est-ce qu'on veut faire venir des dizaines de milliers de personnes de plus. C'est très différent que de dire la pénurie est causée par des étudiants internationaux. J'irai pas là, il faut faire attention. Là. Mais quand même, quand on est en situation de pénurie, de dire, comme on dit en anglais, le ciel est la limite, hein? Je fais exprès pour le dire en français, je vous dirais que je pense qu'il faut faire attention. Il y a eu aussi des personnes qui ont usé de subterfuge dans les dernières années, qui sont arrivées sur le territoire se faisant passer pour des étudiants étrangers, internationaux, avec, au fond, non pas le dessein d'étudier, mais le dessein de demander l'asile. Et il y en a eu à l'UQO comme ailleurs, pas seulement chez vous, mais quand même, vous avez eu votre part. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça? Qu'est-ce que vous faites pour vous prémunir contre ça? Oui. Ben, c'est un point, Monsieur le ministre, qui est très important. Permettez-moi de commencer par une petite anecdote qui est réelle quand même. Il y a 30 ans, je suis arrivé au Québec et j'étais stagiaire postdoc à l'UQAM. Et je me souviens qu'une secrétaire se plaignait du fait que certains étudiants annulaient leurs cours avant la période d'abandon et ils disparaissaient dans la nature. Ce que je veux dire, c'est que ce phénomène, malheureusement, il date de plusieurs décennies. C'est bien qu'on s'y adresse maintenant. À l'Université du Québec en Outaouais, en fait, comme toute autre université, nous n'avons pas sur l'étudiant
quand il arrive au pays. Nous le voyons quand il se présente chez nous. Et c'est beaucoup. Vous savez comment ça arrive au Canada. Ils ont le papier. Nous contrôlons l'admission, la lettre d'admission. Nous collaborons avec IRCC, donc le ministère de l'Immigration du Canada, pour vérifier ou valider la lettre d'admission. Et nous remercions beaucoup le gouvernement du Québec maintenant parce que la lettre d'admission mentionne une université, un établissement, puis je pense qu'on était parmi les précurseurs d'avoir ce genre de lettre. Mais quand la personne arrive à l'aéroport, nous ne le voyons pas. Et la personne peut arriver effectivement à l'aéroport, obtenir son entrée et disparaître dans la nature, malheureusement. Donc, c'est une question, je pense, qui fait partie de l'immigration illégale internationale sur laquelle l'université n'a pas de contrôle, que ce soit l'UQO ou n'importe quelle autre université. Et est-ce que vous pouvez nous dire, en ce moment, dans vos chiffres chez vous à l'UQO, parmi tous les étudiants étrangers, combien sont au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat? Monsieur le ministre, votre dernière question a coupé malheureusement. Ah, je vais reprendre. Je pense avoir compris que... Je vais reprendre, si vous permettez, pour être certain. Oui, je me demandais, le portrait à l'UQO, dans votre institution, vous avez des étudiants étrangers, bien sûr, en ce moment. Je me demande, soit en nombre absolu ou en proportion, combien de vos étudiants étrangers sont au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle? Oui, maintenant j'ai bien compris. Je suis désolé, je n'ai pas les chiffres actuellement, mais bien sûr, le plus grand pourcentage, c'est les étudiants de premier cycle. C'est une question le nombre d'étudiants Allez-y, excusez-moi. Les étudiants de troisième cycle dont le doctorat sont aux alentours de 200. Mais je peux bien sûr vous fournir les détails ultérieurement. D'accord. Mais je serai preneur si vous êtes capable de les envoyer à la commission. Il reste combien de temps, Mme la Présidente? Il reste 4 minutes 50 secondes. Très bien. Je pose la question parce que, en ce moment, on a ouvert un nouveau programme sélection des travailleurs québécois, qui nous permet de sélectionner puis d'inviter des diplômés. Parmi les 4 volets du PSTQ, le nouveau programme, il y a un volet diplômés du Québec qui nous permet d'inviter des gens. Et donc, il y a beaucoup de diplômés québécois qui, en ce moment, ne passent plus par le PEC diplômé, qui est suspendu, mais par le PSTQ. Les gens disant, il faut rouvrir le PEC diplômé. Je veux faire la consultation, mais il y a quand même une voie qui est ouverte en ce moment. Je vous posais la question parce que dans l'argumentaire de plusieurs dirigeants d'universités, on nous dit qu'on a absolument besoin de beaucoup d'étudiants étrangers parce qu'ils sont essentiels pour la recherche fondamentale au Québec. Et ce que je vois, c'est que depuis de 2020 à 2025, seulement 3% des gens du PEC diplômés sont des gens qui étaient de niveau doctorat. Donc, il y en a, bien sûr. On est à quoi sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 ans. On a à peu près 1000 personnes dans les 18 universités qui sont allées dans le PEC diplômé, qui étaient de niveau doctorat. Et c'est très bien. C'est juste que, en proportion, on était à 3%. Donc, c'était pas là, une grande majorité des gens qui étaient... Je me demandais si ça se reflétait à l'UQO. On n'a pas le chiffre, mais on le recevra plus tard, si vous êtes capable d'envoyer ça à la commission. Maintenant, est-ce que votre situation, vous êtes tout près de la rivière des Outaouais, près de l'Université d'Ottawa et d'autres universités canadiennes, est-ce que ça vous permet de tirer votre épingle du jeu en termes de recrutement international quand on regarde la compétition géographique qui est juste l'autre côté de la rivière pour vous? Actuellement, en fait, c'est une question très pertinente parce que l'UQO, depuis 2-3 ans, est vraiment et très réellement dans une période de développement important. L'UQO connaît un développement important et un progrès très important, aussi bien dans le nombre
d'étudiants internationaux, d'étudiants canadiens et québécois surtout, et bien sûr dans aussi la recherche, le développement de la recherche, le développement de nouveaux programmes. Est-ce que nous tirons notre épingle du jeu? On était dans une hausse très marquée. Maintenant, bon, il y a des mesures qui font que, comme on disait, on n'atteint pas le quota en termes d'étudiants internationaux. La localisation géographique ou la position géographique fait effectivement qu'on peut être attrayant pour les francophones. D'ailleurs, notre stratégie actuelle vise justement la francophonie ontarienne. J'avoue quand même que la compétition est très, très dure. Je ne pensais pas en parler, mais personnellement, j'ai été 4 ans à l'Université d'Ottawa avant d'aller à Gatineau. Et je peux vous dire que l'Université d'Ottawa pose une compétition, pas seulement pour l'UQO, mais pour toutes les universités québécoises avec leur programme de bourse. Par exemple, quand j'étais là-bas, ils ont développé un programme de bourse qui s'y était destiné aux étudiantes des cégeps québécoises, mais surtout de l'Outaouais. C'est un programme de bourse pour les intégrer dans le programme de droit civil, donc la section francophone. C'était des bourses que nous, on ne peut pas donner. Donc la compétition est très forte, et pas seulement pour l'UQO. Heureusement, depuis ce temps, je pense que vous avez développé à l'UQO une réelle faculté de droit, parce que c'était quand même particulier de forcer les Québécois à traverser la rivière des Outaouais, puis à apprendre le common law, puis après ça revenir pratiquer au Québec, où c'était le Code civil. Il y avait quelque chose de particulier. Là, moi, je peux vous dire que j'étais très, très fier de voir l'UQO déployer ses ailes en droit, puis maintenant, avec la faculté de médecine aussi, avec McGill, mais en français. On a tenu notre bout là-dessus. Donc, on est bien content. Je ne sais pas s'il nous reste du temps, Mme la Présidente. Ou... En terminant. En terminant, je vous remercie pour votre participation aux travaux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Alors, nous allons poursuivre cette fois-ci avec l'opposition officielle et son porte-parole, le député d'Acadie, pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Monsieur le vice-recteur. Merci pour votre exposé. J'ai quelques questions en lien avec votre mémoire, particulièrement à la page 3. Il est écrit, il semble que l'attractivité du Québec à l'égard des talents internationaux a été fragilisée par les politiques récentes qui visent à limiter leur présence sur le territoire. Vous suggérez la réouverture, évidemment, du PEC. Monsieur le ministre parlait du PSTQ. Pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus sur l'impact réputationnel pour le Québec et votre université? Merci beaucoup, monsieur. Oui, effectivement, vous savez, la réputation, ça se construit pendant des années, sinon des décennies, et malheureusement, elle peut être affectée très, très rapidement. Nous remarquons, si je parle de l'UQO, une diminution du nombre de demandes d'admission qui est quand même significative. Nous remarquons aussi, bien sûr, une diminution du taux de conversion. Donc, une fois qu'on a fait une lettre d'offre d'admission, tout le monde ne vient pas nécessairement. Malheureusement, disons, cette atteinte, je mets ça entre guillemets, à la réputation ou impact plutôt sur la réputation est observé aujourd'hui sur tout le Canada. Le Bureau canadien pour l'éducation internationale parle beaucoup actuellement d'atteinte à la réputation et il y a eu une journée de travail le mois dernier sur ce sujet-là. C'est les mesures parce que malheureusement, ce qui sort, c'est que le Canada et le Québec, et le Canada, ne veut plus d'étudiants internationaux, ne veut plus accueillir d'étudiants internationaux. Vous savez, il y a eu une mesure récemment qui visait, je pense, au niveau canadien, à accélérer l'obtention des permis d'études et qui a été mal perçue parce qu'elle a visé les pays du G7, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Donc, probablement, un employé quelque part à Ottawa, il a dit « je vais donner le permis d'études à ceux qui n'ont pas besoin de visa, comme ça j'accélère, j'enlève une étape ». Mais ça a été vu comme étant, malheureusement, comment on dit ça, discriminatoire.
Donc, nous, l'impact réel qu'on a vu, c'est la diminution du nombre de demandes d'admission. Et ça réduit d'autant le bassin d'étudiants éventuels. Et comment faites-vous pour concilier, parce qu'en fait, le gouvernement nous dit qu'on veut réduire, et il y a trop d'étudiants internationaux, alors qu'au même moment, le même gouvernement, dans les plans stratégiques du ministère des Relations internationales et du ministère de l'Enseignement supérieur, dans son plan 2023-2027, dit qu'ils vont intensifier les efforts pour aller chercher des étudiants à l'international. Ces plans sont toujours en ligne. Donc, vous êtes un étudiant à l'étranger, bien, vous-même, vous êtes un gestionnaire d'université, vous dites « Oh, wow, ils vont développer des efforts, c'est bien », puis après ça, vous faites dire « Non ». Comment vous faites pour concilier tout ça? C'est très difficile. C'est exactement à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais que si on avait réussi à doubler le nombre d'étudiants internationaux au Québec et de surcroît au Canada, c'était grâce justement aux campagnes de recrutement que les gouvernements menaient. Et je pense que le ministère va avoir à revoir ses plans ou à les clarifier. Malheureusement, ce n'est pas mon travail. Mais vous savez, on a toujours été vu comme un pays invitant et accueillant. Je pense que le Québec est toujours un pays invitant et accueillant. Le Québec accueille toujours aussi bien les étudiants que les travailleurs, que les immigrants, sous toutes leurs formes. Mais il demeure qu'on a l'impression comme université et comme gestionnaire universitaire que la contradiction a besoin d'être réglée. Et c'est pour ça qu'on participe aux travaux et aux réflexions et aux groupes de travail sur le sujet. Nous avons un rôle constructif ici pour contribuer et amener peut-être l'heure juste sur ces enjeux-là. Et quand vous parlez, Monsieur le vice-recteur, du Québec comme une terre d'accueil, si j'ai bien compris votre parcours, vous en êtes un exemple frappant? Je suis un exemple frappant. Je suis né au Liban. J'ai obtenu une bourse d'études supérieures pour faire un doctorat à Paris, qui était offerte par le gouvernement français. Un jour, j'ai participé à un colloque à Québec dans le cadre de mes études. J'ai été invité à travailler avec des chercheurs canadiens et québécois, plutôt à Québec même. Je suis retourné en France. J'ai eu l'occasion d'avoir une bourse de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, je suis aussi un enfant de la francophonie, comme je l'ai dit. Et quand je suis venu pour faire mes recherches postdoctorales à l'UQAM, avec l'intention de retourner en France et au Liban, à l'UQAM, j'ai eu un contrat d'1 an. Et après 18 mois, plus que 18 mois, de travail ici, je suis retourné un jour à Paris. Je suis allé à la délégation du Québec pour me renseigner sur l'immigration. Et l'agente qui était sur place, après une demi-heure de discussion, elle m'a dit « Félicitations, Monsieur El-Zaïm, vous êtes accepté au REC ». Et 2 jours ou 3 jours plus tard, j'ai reçu mon certificat d'acceptation par le courrier à mon appartement à Paris. Donc, c'était dans les années 90, début des années 90. Le monde a changé depuis. Oui, on peut dire que le monde a bien changé. Le monde a changé. Bien changé, je ne sais pas. Le monde a changé, effectivement. A drastiquement changé, je dirais. Oui, bien changé dans le sens de changer beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans la même réalité du tout. Exactement. Alors, voilà, donc je vous remercie. Alors, c'est ça. Donc impact important, c'est ce que j'entends de vous. À la page 6 de votre mémoire, vous soulignez l'impact du REC sur la recherche universitaire. On sait comment la recherche universitaire, c'est important, particulièrement au 2e et au 3e cycle. Vous écrivez et vous citez le devoir, mais vous écrivez « Il devient pratiquement impossible pour les universités de maintenir l'intensité de leur activité de recherche
il n'y a pas assez d'étudiants québécois qui poursuivent des études avancées en sciences. Ce déséquilibre est d'autant plus préoccupant dans un contexte de compétition mondiale, marqué notamment par une guerre tarifaire et scientifique avec les États-Unis. Donc, est-ce que vous avez peur que les restrictions qui visent, entre autres, les étudiants étrangers, particulièrement deuxième, troisième cycle, aient un impact sur notre capacité au Québec d'innovation et de recherche? Affirmatif, je dirais. C'est clair. La recherche se fait avec les étudiants, tout en formant les étudiants à être spécialistes dans leur spécialité, mais aussi chercheurs. Donc la recherche se fait avec les étudiants et parfois par des étudiants. Et la collaboration étudiant-professeur est une réalité qu'on doit vraiment respecter et admirer. D'ailleurs, c'est une pratique qui nous distingue aussi de certains pays. L'étudiant participe chez nous, l'étudiant de maîtrise et même la recherche au premier cycle se développe et on développe les compétences de recherche. Ce n'est pas des chercheurs. Mais donc, au deuxième et troisième cycle, effectivement, il y a une menace réelle. Il y a des profs qui nous disent carrément qu'ils ne réussissent plus à recruter des étudiants, surtout dans des doctorats dans ce cas-là. Et des étudiants, nous, on a fait des offres à des étudiants de doctorat qui n'ont pas réussi à venir au pays, ou qui vont arriver en retard, ou qui vont peut-être arriver l'année prochaine s'ils ne sont pas accueillis par d'autres pays. J'attire votre attention aussi, et notre attention tous, aux stratégies d'autres pays, alors que nous, on est maintenant en train de débattre, est-ce qu'on veut plus ou moins d'étudiants? Ben, la France est en train de recruter des étudiants et des jeunes chercheurs. Il y a un objectif de presque 1 demi-million d'étudiants en France. La Belgique est en train de recruter. Et les étudiants africains qui viennent chez nous, l'Europe pour eux est plus proche. Donc c'est une réalité. Et pas seulement vis-à-vis des États-Unis, mais je veux dire, nos compétiteurs ne sont pas seulement au sud de la frontière ou les autres provinces. C'est les autres provinces, c'est au sud de la frontière, mais c'est aussi les autres pays francophones. Il y a un shift qui s'organise aujourd'hui, ou un glissement de cette internationalisation-là. Il y a des pays qui sont en train de devenir des fournisseurs d'éducation internationale et de formation à la recherche avec des bourses. Et est-ce que vous avez l'impression qu'au Québec, on est en train de manquer le bateau présentement? Je pense qu'on risque de manquer le bateau. Je vous remercie. Toujours dans votre mémoire, à la page 7, vous parlez d'une politique d'internationalisation fondée sur la valorisation de la francophonie. Et évidemment, c'est très important. On travaille dans un univers francophone, on y tient, c'est clair. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre valorisation, votre politique fondée sur la valorisation de la francophonie? Oui, la francophonie, pour nous, c'est quelque chose de bien sûr naturel, intrinsèque, mais qui ne va pas de soi en termes de développement, étant donné notre position géographique, évidemment, mais aussi les changements qu'on voit dans le monde. Donc, nous avons des partenariats, et nous en avons de plus en plus, de partenariats en France, en Belgique et dans d'autres pays comme le Maroc, où on travaille avec les établissements, avec les universités. Donc, les étudiants peuvent venir en groupe, en cohorte, peuvent venir pour des stages et on valorise cet aspect francophone parce qu'il y a encore des étudiants qui veulent étudier en français, qui veulent faire leur recherche en français. Donc, c'est dans le sens de promouvoir le français, de promouvoir le fait français, de promouvoir le fait de pouvoir faire la science en français. C'est tous ces éléments-là que nous mettons, mais c'est surtout aussi en ciblant des pays francophones avec lesquels nous essayons de signer des partenariats. Si je reviens à l'impact sur la recherche universitaire, notamment au cycle des études supérieures, est-ce que l'impact jusqu'à maintenant s'est fait sentir au point où vous avez dû fermer des programmes ou vous n'avez pas été en mesure d'embaucher des enseignants ou des chercheurs parce que le nombre d'étudiants est en baisse? Nous n'en sommes pas encore là.
Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, l'UQO, depuis quelques années, connaît un développement et une progression très, très importante. Donc, cette année, on a encore plus 9% d'étudiants internationaux. C'est majoritairement des réinscriptions, donc des étudiants qui continuent leurs études. On a une centaine de nouveaux étudiants seulement. Vous conviendrez que c'est un petit chiffre, mais je parle de 100 étudiants sur 1200 qui sont nouveaux. Ce qui me fait dire que l'impact n'est pas encore apparu cette année, mais on l'attend l'année prochaine et peut-être les années suivantes. Donc, on vit encore sur, je dirais, la vague de développement qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait depuis quelques années. On a reçu un petit choc cette année. On espère que l'année prochaine, il ne sera pas plus grand, mais très sincèrement, on le craint. Et quant au renouvellement des permis, puis de la période aussi où les gens obtiennent un permis, vous en avez parlé. Évidemment, quand on est aux études doctorales, il est quand même excessivement rare qu'on termine un doctorat en 1 an ou 2 ans, n'est-ce pas? On s'entend, est-ce que ça crée un stress, parce qu'habituellement, ça prend 3, 4, 5 ans. Est-ce que ça crée un stress chez vos étudiants, la complexité maintenant ou les délais pour obtenir des renouvellements? Monsieur, je peux vous dire que être étudiant étranger dans un pays, c'est du stress. Je le connais, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est du stress tellement que parfois certaines familles envoient la mère ou la sœur pour aider l'étudiant ou l'étudiante. Maintenant, le délai, ça crée effectivement un stress sur l'étudiant qui doit s'occuper de son dossier. Ça crée aussi un stress sur l'institution, sur l'établissement. Nous avons chez nous un conseiller en immigration, un CRIC, qu'on appelle dans le langage d'immigration, donc qui est réglementé en Immigration Canada. Et cette année, le nombre de dossiers qu'il a traités a quintuplé presque. C'est des gens qui viennent lui dire, Patrice, est-ce que tu peux avec ça? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? On a fait beaucoup d'appels aux différents ministères pour accélérer certains dossiers. Donc, la réponse, oui, ça ajoute au stress qu'un étudiant étranger vit dans un pays qui n'est pas le sien. Très bien, je vous remercie. Maintenant, si on regarde, en terminant, vos recommandations, donc vous souhaitez, entre autres, maintenir et consolider le programme de l'expérience québécoise, le PEC, pour le volet diplômé. Donc, vous voulez le consolider, vous voulez l'ouvrir et l'élargir, je vous comprends bien? Oui, consolider, effectivement, bien sûr. L'élargir, c'est possible. Parfait. Et vous recommandez aussi que les politiques de francisation soient renforcées dans une optique inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez d'une perspective inclusive pour soutenir la francisation? Rapidement, en 30 secondes. Très rapidement, que les programmes de francisation soient développés davantage et qu'ils soient accessibles à tous, je dirais. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le député. Monsieur El-Zaïm, je vous remercie au nom des parlementaires pour cette présentation et d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et pour les collègues, je vais suspendre quelques instants. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente.